Alors on passe au dernier, donc le test U de Mann et Whitney. Alors, c'est un principe qui ressemble un peu à celui qu'on vient d'utiliser, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, ce qu'on va faire, puisqu'on est ici dans des groupes qui sont des groupes indépendants, c'est, dans un premier temps, faire une espèce de rassemblement de ces groupes. On va rassembler ces groupes dans quelque chose qu'on va appeler le groupe total. Donc, si vous regardez à la dia numéro 8, à la dia numéro 8, il y a un exemple concret où on voit des petits élèves dans deux écoles, et je ne sais pas ce qu'ils ont bien pu faire, les petits élèves. Ils ont fait un concours de dictée, par exemple, et la dictée était notée sur un point, et on se demande si on est meilleur en orthographe dans l'école numéro 1 que dans l'école numéro 2, et on va se appuyer sur cette question-là à partir de l'échantillon de cet élève et de l'échantillon de 10 élèves qu'on a sous la main. Bien. Première opération, on donne sa note à chacun des élèves, donc chacun des élèves a sa feuille avec sa note sur 20 qui est marquée sur la feuille, et puis on dit aux petits élèves, bon les enfants de la classe de M. Raoul et les enfants de la classe de Mme Julie, tout le monde dans la cour. Voilà. Ok, bon maintenant vous allez vous mettre en file indienne à la queue leu, et celui qui a la cote la plus petite, il se met devant, et puis vous regardez sur votre feuille, ah bah tiens, vous venez juste derrière l'autre, vous vous mettez là, et vous vous mettez en ordre de manière telle que quand monsieur le préfet va passer, il voit en premier lieu l'élève qui est le moins fort en orthographe, et puis là-bas, en tout dernier lieu, l'élève qui est le plus fort en orthographe de l'école. Okay. Et donc, on range les élèves en fonction de la note qu'ils ont dans le groupe total. La cour, c'est le groupe total. Monsieur, j'ai 10 et lui il a 10 aussi, qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur? Ben, c'est pas grave, toi tu te mets là et toi tu te mets juste à côté. Donc à deux, vous mettez l'un à côté de l'autre, derrière celui-là qui a 8, et on règle les choses comme ça. Ah bon, ok, ça va. Les élèves sont rangés, on est bien content. Comme les élèves sont rangés, eh ben, on va leur donner un deuxième papier, et sur le deuxième papier, on va écrire leur rang. Le premier, on lui écrit numéro 1 sur son papier, on lui donne dans la main. Le deuxième, on lui écrit numéro 2, on lui donne dans la main. Le troisième, on lui écrit numéro 3, on lui donne dans la main. Et tout le monde a un petit papier rouge avec un numéro dessus, qui est en fait le rang de quand on est en file indienne dans la cour de récréation. Et puis maintenant il y a monsieur Joseph qui sort de la conciergerie, qui tire la cloche, la récréation infinie. Bon, les enfants, vous rentrez chacun dans votre classe. Vous gardez bien le petit papier rouge. Alors, les enfants sont chacun dans leur classe, et puis on dit, regardez, on va prendre tous les papiers rouges, on va les mettre sur le bureau de l'institutrice, sur le bureau de l'instituteur, on va faire un exercice de calcul, oui. Allez, vous allez calculer la somme de vos papiers rouges. Dans notre classe, on calcule la somme des papiers rouges. Bon. Et puis après, on regarde les sommes. Il y a une somme dans la classe numéro 1, il y a une somme dans la classe numéro 2. C'est donc, on a bien compris, des sommes de rang. Alors, imaginez un petit peu que lorsqu'ils étaient dans la cour, il y avait un élève de la classe numéro 1, puis un élève de la classe numéro 2, puis un élève de la classe numéro 1, puis un élève de la classe numéro 2, puis un élève de la classe numéro 1, puis un élève de la classe numéro 2. En fait, ils sont aussi forts en orthographe dans la classe numéro 1 que dans la classe numéro 2. Si c'est ça, ils sont en entrelacement dans la cour de récréation quand tout le monde est ensemble. Et donc, quand on va regarder les rangs qu'ils ont sur leur petit papier rouge, la somme de ceux de la première classe, ça va être la même chose pratiquement que la somme de ceux de la deuxième classe. Par contre, imaginez un petit peu que dans une classe
on fasse des exercices d'orthographe tous les jours. Et dans l'autre classe, on s'en fiche complètement parce qu'on trouve que l'orthographe c'est pas important et que ce qui sera bien, c'est quand on aura enfin simplifié l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Sans doute qu'au moment du groupement dans la cour de récréation, il y aura tous les élèves de la classe portant l'orthographe devant et tous les élèves de la classe période de l'orthographe derrière. Mais ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tous les petits rangs vont être donnés à des élèves d'une classe et tous les grands rangs vont être donnés à des élèves de l'autre classe. Et donc quand on va faire la somme des rangs dans chacune des classes, on va avoir une petite somme dans un groupe et une grande somme dans l'autre. Et donc en fait tout ça c'est pour dire que la somme des rangs ainsi organisés est indicatrice d'une éventuelle différence. Plus exactement, on pourrait même dire que ce qui est indicateur, c'est la différence entre la somme des rangs. Si la différence tend vers 0, ça veut dire qu'on va vers une égalité de performance globale. Mais plus la différence est grande, donc si la différence tend vers 0, c'est qu'on va vers une inégalité, et plus la différence est grande, plus ça veut dire qu'on va vers la significativité de la différence par rapport aux populations parentes. Et c'est là-dessus que se base le test dit test des rangs ou dit U de Van Whitney. Alors, quand on veut maintenant un peu transformer ça en statistique, on va dire, on applique une petite formulette que vous voyez apparaître là sur la dia. Et cette formule, en fait, elle part du principe que la somme des rangs, on peut la prédire parce que les rangs, ça a des propriétés. Vous avez déjà eu l'occasion de voir ça quand on a fait des corrélations sur les rangs. Et donc, on peut calculer assez facilement des probabilités avec ça. Ce qui a été fait dans la dia numéro 9, où vous voyez apparaître ce qu'on appelle la table de R. Et là, vous aurez l'occasion de le voir de manière concrète au moment des exercices. Mais vous voyez qu'on rentre dans la table avec des valeurs tabulaires qui correspondent aux rangs qui ont été calculés, et ça permet de se donner des valeurs qui sont des valeurs critiques. Donc de manière tout à fait concrète, à la dia numéro 8, on a vu qu'on avait une somme de rang de 63 et une autre somme de rang de 89. On va retenir 63, 89. Quand on va voir dans la table, on va rentrer dans la table par les effectifs. Les effectifs, c'est 7 et 10. Donc vous voyez que le 7 est entouré là en entrée de colonne, le 10 est entouré en entrée de ligne. Et donc on voit apparaître le couple de valeurs 42, 84. Pour que on puisse sortir de la table l'information qui est une différence significative, il faudrait que les deux sommes de rangs observées soient à l'intérieur de l'intervalle de la table. Donc l'intervalle donné par la table, c'est 42,84. Qu'est-ce qu'on a observé comme somme de rangs dans la réalité? 63,89. 63,89 n'est pas un intervalle inscrit dans l'intervalle tabulaire 42,84. Comme ce n'est pas un intervalle inscrit dans l'intervalle tabulaire, on ne peut pas utiliser la table. Ça ne va pas, c'est pas bon. On est dans une situation unique. C'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Alors, il faut recourir à ce qu'on appelle la statistique U de Van Whitney. Et ça m'emmène à la dia numéro 10. Où vous voyez apparaître que pour poursuivre le test, on va devoir donc choisir un peu le plan B et on va se calculer en fait deux statistiques U. Une statistique U qu'on appelle en général U star
vous la voyez calculée à gauche. Une statistique U qu'on appelle U double star, vous la voyez calculée à droite, elle est une fonction du U star. Et lorsque vous faites ça, vous obtenez deux valeurs. Alors, les deux valeurs, elles doivent être comparées à la valeur tabulaire que vous avez là en dessous, c'est la table du U de Mann-Whitney, où vous voyez une entrée par 7 l'effectif du premier groupe et par 10 l'effectif du deuxième groupe. Vous voyez que par ailleurs, on a des U qui sont de 34,5 et de 35,5. 34,5 et 35,5 sont tous les deux supérieurs à la valeur tabulaire. C'est encore la même histoire, hein. On peut lire le tableau de gauche à droite, de droite à gauche et se demander si c'est supérieur ou inférieur. En tout cas ici, on est dans une situation où le U calculé est supérieur au U tabulaire, et donc on va dire qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse 2. Donc, tout ça c'est un peu technique, hein, et si vous calculez ça avec un ordinateur, vous n'allez pas rentrer dans tous ces détails-là, évidemment. On va vous donner simplement la valeur d'un seuil de signification. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, la base du raisonnement, c'est ce qui est montré à la diagramme numéro 8 à laquelle je suis revenu, c'est cette idée qu'on joue sur le caractère groupe séparé, groupe total, que les rangs on les calcule dans le groupe total, et puis qu'après on refait le splitting. Alors, des tests comme ça, il y en a d'autres que le test de Mann-Whitney. Un autre test qui est assez amusant, par exemple, hein, je vous cite ça comme ça au passage, c'est le test qu'on appelle le test des séquences. Vous imaginez la même situation que celle que j'ai prise tout à l'heure avec le concours d'orthographe. Vous imaginez aussi que vous mettez les élèves à la queue leu. Et puis alors vous observez s'il y a des séquences dans votre file indienne, s'il y a des séquences d'élèves qui appartiennent à une classe ou à une autre. Donc, par exemple, vous avez le tout premier, c'est un élève qui appartient à la classe A. Après, il y a un élève qui appartient à la classe A aussi. Après, il y a trois élèves qui appartiennent à la classe B. Je m'arrête. Les deux premiers appartiennent à la classe A. On va appeler ça un run, une séquence. Les trois suivants appartiennent à l'autre. On va appeler ça une deuxième séquence. Et on continue ainsi. On continue. Et puis on regarde quel est le nombre de séquences. Imaginez qu'on soit dans une situation où les deux classes en fait sont à égalité. Qu'est-ce qui va se passer? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les élèves sont en entrelacement. Et donc une séquence, c'est un élève. Il y a un élève de la classe A, c'est une séquence à lui tout seul. Un élève de la classe B, c'est une séquence à lui tout seul. Un élève de la classe A, c'est une séquence à lui tout seul, et ainsi de suite. Et donc, combien je vais voir de séquences? Je vais voir en fait un nombre de séquences égal au nombre d'élèves, s'ils sont en entrelacement. Donc, si les deux classes sont à égalité, mon nombre de séquences est égal à l'effectif. Par contre, imaginez que les deux classes sont totalement différentes les unes des autres. J'ai d'abord tous les élèves de la classe A dans la file indienne et ensuite tous les élèves de la classe B. Combien est-ce qu'il y a de runs? Il y en a 2. Et donc on voit que le nombre de séquences peut osciller entre 2 et l'effectif total. Plus on a un nombre de séquences important, plus on va vers l'égalité. Plus on a un nombre de séquences petit, plus on va vers la différence. Et là encore, c'est comme je disais tout à l'heure, quand on joue aux cartes, c'est un jeu de cartes où c'est le plus petit qui gagne. Hein. Plus le nombre de séquences est petit, plus ça indique que la différence tend à être significative. Et alors évidemment, on peut calculer les probabilités pour que ça arrive. On peut fabriquer une distribution pour chaque n, pour chaque effectif. Et par rapport à cette distribution, on peut aller localiser le nombre de séquences que l'on a observées. Bon, voilà. Je vous ai expliqué le test des séquences, sans utiliser de formule, sans utiliser d'exemple numérique, simplement pour que vous voyez que ce principe du jeu entre groupe total et groupe correspondant à la situation, c'est quelque chose qui peut être très fécond et qu'on peut le mathématiser de plusieurs manières différentes. Avec le test une Mann-Whitney, je vous ai montré une mathématisation qui passe par la numérisation de la valeur des
vous avez besoin de faire des calculs sur les valeurs numériques des rangs. Avec l'autre que je viens de vous montrer, le Rom's test, vous ne devez même pas numéraliser les rangs. Vous ne devez même pas transformer les rangs en des nombres. Il vous suffit de constater si les gens sont ensemble ou pas, s'ils font des ensembles ou pas. Et puis vous comptez les ensembles. Donc ça c'est une toute autre position de mathématisation. Et si vous avez l'occasion de regarder le test de Wahl-Wolfowitz, qui est super intéressant, vous allez voir que c'est encore la même chose, mais encore fait autrement, avec une autre mathématisation. Un jour, Anne-Sophie, il faudrait qu'on prépare un montage là-dessus en montrant les trois tests qui partent au fond de du même principe en entrée et qui divergent par rapport à la mathématisation.